Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Regardez, on fend la bise, on fend la foule ce matin des Agnoviens, puisque nous sommes ici à Agno et qu'évidemment, il y a beaucoup de monde. Merci d'être avec nous, de nous suivre sur France 3 de 10h50 à 11h45. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ça va les amis là? Voilà, on vient en famille assister à votre magazine de découverte. Regardez, les experts sont là pour décrypter pour vous cette bonne région alsacienne et ce département du Bas-Rhin. Qu'allons-nous découvrir dans l'émission? Sommaire. Jean-Sébastien nous raconte aujourd'hui l'histoire du village de Merkwiller. C'est ici qu'un des premiers gisements de pétrole au monde a été exploité. Oui, oui, les techniques utilisées ont été prises en exemple dans le monde entier. L'épopée noire en Alsace, c'est dans cette émission avec Jean Seb. La poterie est une tradition vieille de plusieurs siècles en Alsace. Et dans cette famille, on est potier de père en fils depuis 13 générations. Un savoir-faire régional qui se caractérise par l'utilisation d'une peinture bleu cobalt qui fait toute son originalité. Explication avec Nathalie Schrein-Guerma. La forêt de Agno est la 6e de France. Pour la préserver, deux amis ont monté une association. Leur objectif, sensibiliser le public à la protection de ce lieu qu'ils chérissent tant. C'est notre feuilleton à la découverte de la forêt de Agno. C'est avec Nathalie tout à l'heure. Vous êtes bien comme il faut? J'ai envie de dire, c'est les prémices de Noël un petit peu, hein, quand on est ici en Alsace. Vous avez fait le bon choix, celui de France 3. C'est tout de suite, et ça s'appelle Midi en France. Regardez ces images aériennes qui vous sont proposées ici sur ce patrimoine bâti que vous découvrirez lorsque vous viendrez dans la région Alsace. Plus de 1000 ans d'histoire, hein, on vous l'a dit, pour la création de cette ville au cœur de la forêt, comme on l'appelle, le poumon vert de Agno, cette forêt qui nous entoure de plus de 20 000 hectares. Et vous voyez que le patrimoine bâti part des églises romanes jusqu'au temps moderne, évidemment. Et puis vous retrouverez évidemment l'architecture des maisons alsaciennes. Regardez justement l'Alsace, la voici. Regardez le Bas-Rhin qui est en roue, c'est toujours comme ça. Le petit point rouge, c'est ça. Vous voyez que c'est transfrontalier, comme on dit depuis le début de la semaine, ce petit point rouge qui est Agno. Pour nous accompagner tout au long de la semaine, celui qui représente ici la rédaction de France 3 Alsace, mon ami Christian Hahn. Bienvenue Christian. Salut à tous. Alors ce matin, la basilique de Notre-Dame de Marienthal. Absolument, on a déjà vu beaucoup d'images de Haguenau. On va partir à 2 km au sud de la ville, à Marienthal, avec cette basilique Notre-Dame, qui est le plus ancien sanctuaire marial en Alsace. Bâti en 1240 par l'ordre de Saint-Guillaume, ce n'est qu'au XVe siècle que l'église devient haut lieu du pèlerinage marial. Dès 1617, l'évêque de Strasbourg confie le sanctuaire au père de la Compagnie de Jésus, les jésuites, et pendant 148 ans, sous leur impulsion, le pèlerinage connaît un grand essor. Il bénéficie aussi de la générosité de Marie Ledzinska, l'épouse de Louis XV, qui fut de passage en Alsace. L'église d'origine est remplacée au 19e par l'actuelle, érigée en basilique en 1892. De nos jours, le pèlerinage est animé par des prêtres diocésains et une communauté de bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Elles sont belles ces images, hein. On prend vraiment et nous aimons vous présenter ces images dans Midi en France, ces vues aériennes qui sont uniques pour votre magazine de découverte, je vous le rappelle, et qui permet d'ailleurs aux Agnoviens qui sont avec nous de découvrir une vision tout à fait exceptionnelle du patrimoine bâti de la ville. Un sourire de France sera remis au cours de cette émission entre 10h50 et 11h45. Le voici, ce sourire. À vous de le découvrir. Restez avec nous, vous comprendrez pourquoi nous remettons ce label à ceux qui font plus et mieux pour l'accueil en France. Vous découvrirez également aujourd'hui une belle recette locale, avec un chef d'exception. Regardez, ici il est bien connu, André Muller, car c'est un journaliste que l'on retrouve sur France 3 Alsace, qui est un spécialiste de gastronomie. Ici, tout le monde le connaît. C'est la vedette locale. Et il fait les spätzle, quenelle de farine alsacienne et cervelas frits. C'est pas vrai. Regardez, ce plat, il va vous en donner toutes les ficelles dans un instant. Merkwiller et son univers impitoyable. J'ai envie de dire que tout de suite, nous allons partir
après JR, que vous voyez là avec son bonnet bleu, du côté de Dallas avec Jean-Sébastien. On va parler pétrole. Oui, tu t'habilles avec un pull de ski, moi avec un pull de bûcheron, et on va parler pétrole pourtant, parce que j'avais envie de vous raconter ce matin une des histoires les plus étonnantes que l'on trouve en Alsace. L'histoire de l'eau grasse. Parce que c'est ainsi que l'on nommait le pétrole, découvert au Moyen-Âge du côté de Merkwiller-Pechelbronn. Et à l'époque, en fait, on en étudiait les valeurs thérapeutiques de ce pétrole. Ce sont les médecins qui l'ont d'abord utilisé. Et il faut bien reconnaître que le village est devenu le berceau de l'industrie pétrolière dans le monde. Fois de JS. Des champs de maïs gorgés de soleil, des pompes à pétrole. Dans ce décor tout droit sorti d'un film américain, on pourrait se croire à Dallas, au Texas. Mais il n'en est rien. Nous sommes à Merkwiller-Pechelbronn, au cœur de l'Alsace. Et c'est ici, il y a 200 ans, que la formidable aventure du pétrole a commencé. Au début du 19e siècle, un des premiers gisements de pétrole au monde a été découvert à Pechelbronn. L'histoire de la ville a fortement été marquée par ce passé industriel. Doris habite dans le village depuis le début des années 60. Et devant ce restaurant au centre du village, dans lequel elle a travaillé toute sa vie, elle se souvient de l'ambiance de l'époque. Il y avait 3000 ouvriers qui travaillaient ici, donc c'était toujours bien animé. Et donc, par exemple, à midi, quand la sirène hurlait, donc les gens sortaient de la raffinerie et de leur lieu aussi des lieux de pompage pour aller donc déjeuner. Donc la rue était vraiment noire de monde. Aujourd'hui, les rues sont plus calmes, car les sites de pompage et de raffinerie ont été fermés dans les années 70. Mais les traces de cette exploitation subsistent partout dans la ville. Cette fresque, notamment, rend hommage au patrimoine de Merkwiller-Pechelbronn. Un patrimoine impressionnant que l'on peut apercevoir à la sortie du village, dans ce lieu hors du temps. Les reliques de l'âge d'or se fondent là-bas avec la nature. Daniel Rodier, passionné par l'histoire du pétrole, nous emmène dans ce lieu unique qui est l'âme de la ville. Voilà, alors là on arrive devant des pièces de musée puisque ces pompes-là sont très anciennes. Elles ont donc tourné à Pechelbronn. Les premières ont commencé à tourner dans les années 1882-85 et on pouvait en voir plus de 700 dans le paysage alsacien ici, dans les champs. Les paysans étaient obligés de slalomer autour de ces pompes pour pouvoir aller dans leurs champs. Et dans ce paysage atypique, ces pompes à balancier rappellent le passé unique de Merkwiller-Pechelbronn. Un gisement pionnier, mais peu productif. Si on fait une comparaison, sur ces 200 ans, on a tiré ce que consomment les États-Unis pendant 2 jours. Donc vous voyez qu'on était un petit gisement, mais on a eu une grande histoire. Cette grande épopée du pétrole est racontée dans un musée, en plein cœur de la cité. Ici, l'histoire des Alsaciens et de leur ruée vers l'or noir nous est contée. Dans le musée, on a même reconstitué en taille réelle une galerie de mines d'extraction de pétrole liquide. Objectif, montrer cette technique que les Alsaciens ont été les premiers à mettre en place. On ne creuse cette galerie que uniquement pour installer. Donc le principe que vous avez là, le principe de ce qu'on appelle un puisard, qui est un monte-jus, où on perce dans la lentille de pétrole liquide qui est juste en dessous, et c'est ce principe donc de monte-jus qui va remonter le liquide jusqu'à la surface. Alors c'est une originalité même de Pechelbronn, ça a été donc inventé, développé ici à partir de 1917 sur le site de Pechelbronn, et ça a été développé à son maximum ici, sur cette exploitation-là, et c'est vraiment un principe unique. Et ce principe unique a fait la renommée internationale de Merkwiller. Pendant des années, les ingénieurs alsaciens parcouraient le monde entier afin de conseiller les autres nations. C'est cette histoire que de nombreux touristes découvrent chaque année à Merkwiller. Mais la ville possède un trésor bien plus vivant. À quelques kilomètres du musée, la forêt abrite un phénomène rare que ce groupe d'ingénieurs vient découvrir. Eh oui, il s'agit bien d'une résurgence de pétrole en pleine nature. Ces bulles que l'on aperçoit, c'est du pétrole brut qui jaillit à la surface de la Terre. Et autour de Merkwiller, on en compte une douzaine. Un phénomène exceptionnel qui attire la curiosité de nos ingénieurs.
Je savais pas du tout qu'il y avait des résurgences là, ici, en France. Je savais vaguement qu'on pouvait trouver un peu de pétrole, mais pas naturellement comme ça, j'avais jamais vu. Et non, c'est super intéressant de voir, de sentir, parce qu'il y a quand même un peu l'odeur qui flotte aussi. Mais cette mare noire, selon notre guide, ne polluerait pas. Ce pétrole qui naturellement sort de terre n'est pas un polluant. Aujourd'hui, quand on dit pétrole, on a souvent cette image négative liée à des pollutions qui ont eu lieu et tout. Mais là où le pétrole est là, naturellement, que ce soit sur terre ou dans la mer, il n'y a pas de pollution. Pas de danger donc. Et pour certains animaux comme les sangliers, ce pétrole brut aurait même des vertus apaisantes. Ils ont constaté qu'en se vautrant là-dedans, le gras fait que déjà leur peau devient plus douce et en se frottant à l'arbre, tout ce qui est tiques, parasites, tout ça, ils vont l'enlever par la friction. D'accord. À la fin de la visite, certains en profitent même pour ramener un peu de cet or noir alsacien en souvenir. Et en repartant chez eux, ils garderont en tête l'histoire du pétrole de Pechelbronn, le véritable Dallas en Alsace. Tu sais quoi, Jean-Sepp, quand on voit ça, comme dirait le rédac-chef de l'émission, en France, on a du pétrole et on a des idées. Alors tout a commencé d'un point de vue industriel en 1740. Louis-Pierre Ancillon de la Sablonnière a créé la première société pétrolière française et il utilisait ces sources bitumineuses qui étaient en fait, on s'en servait pour graisser les roues de charrette à l'époque. Ouais. Ça a fait du chemin depuis le pétrole. Bon, ça n'a jamais été une exploitation démentielle. 1911, on était à 37 000 tonnes de brut par an. En 1926, en revanche, on a créé une société qui fleure à la mémoire, à savoir Antar. Antar, c'est une marque alsacienne qui est issue de la Société alsacienne de carburant. Et puis dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la production n'était plus rentable. Elle s'est arrêtée en 62. Elle a repris là parce que le cours du brut ayant baissé, on est aujourd'hui autour de $75 le baril. La rentabilité du pétrole alsacien est à $70. Donc là, on a remis en fonction quelques pompes et on sort 10 barils par jour et par balancier. C'est pas énorme, mais bon, vu qu'il y en a de moins en moins, il faut aller le chercher. Il y a une promeneuse à un moment qui dit on sent ce parfum de pétrole. Alors je dois signaler, parce qu'on est dans une grande région viticole, que le parfum de lampe à pétrole, on le retrouve dans les grands Riesling. Souvent, il y a une légère odeur de pétrole qui signe le Riesling. Si vous goûtez à l'aveugle des vins et que vous tombez sur ce parfum, c'est forcément un Riesling d'Alsace. On ne met pas de pétrole dans le Riesling. Hein, non, non. Et maintenant, on produit plus de Riesling que de pétrole, en plus, hein, comme tu disais à la fin. Aujourd'hui, grosso modo, la production, c'est 8000 tonnes de brut par an. C'est-à-dire que c'est 1% de la production française de pétrole. D'accord. Comme le disait monsieur, depuis l'extraction, en fait, ça représentait, c'est incroyable, 2 jours de la consommation américaine. C'est hallucinant quand même. Tiens, alors dites donc, chef, les amis, regardez qui est avec vous ici. Je vous le rappelle, on le connaît bien, André Miller, qu'on connaît bien. Voilà, qu'on connaît bien ici en Alsace. Et les intimes, c'est les dizaines de milliers de spectateurs qui le regardent tous les dimanches sur France 3. On a de la chance, on est très heureux avec mon ami qui fait une émission après moi, Zone Time. On fonctionne bien main dans la main tous les deux. Alors tu vas nous montrer tes trucs de cuisine alsacienne. Hein, et notamment comment on fait les spätzle. Les spätzle, alors on va prendre d'abord de la farine. J'ai pris 400 grammes de farine qu'on va verser dans ce beau petit plat d'Aubernais, tu vois. Et donc ton émission, tu l'as fait en alsacien en général? L'émission, on le fait Elsassisch. Bon, là tu me rassures. J'étais chez Elsassisch, bien sûr, un petit peu, j'ai fait un peu allemand. Parce qu'on savait que tu veux dire quoi? Pardon? Parce qu'on savait, qu'est-ce que tu peux dire en alsacien? Je peux dire, vas-y, mets les œufs. Mets les œufs. Alors je vais mettre Fir à Ayrtonine. Voilà. Des de mais il ne faut pas mettre les coquilles, hein. Ken Shaoletnin, hein. Ah bah non, tu rigoles, bien sûr. Regarde. Mais t'es pas fou, toi? Donc 4 œufs, hein, t'as bien compris. Hein, d'accord, pour combien de farine? Pour 400 grammes à peu près. Tiens, j'en profite pour dire, parce que tu es traducteur alsacien-français, il paraît que spätzle, ça veut dire les petits zizi des garçons. Exactement. C'est ça, c'est les zizi des petits garçons, les spätzle. Tu as pris des cours d'alsacien, je vois. Hein. Bah oui, donc voilà, on met un tout petit peu de sel, tu vois. On va commencer à touiller.
Hein, tu vas m'aider un peu à le faire? Non, ou pas du tout. Donc, Non, tu vas non, il te laisse faire. Attends, bouge pas. Je vais pas le faire, mais je vais le faire en alsacien. Tu vas le faire en alsacien. Et comment tu dis touiller? Touiller, très. Bien sûr, c'est très clair. Voilà. Tu vois, on fait ça comme ça, alors, tu tournes bien. Bon, il faut bien mélanger la farine. Tu mets pas les doigts, là? Non, j'y mets pas les doigts, mais je vais y mettre un peu de lait. T'as vu le beau verre que j'ai? Regarde. Milch, ganz genau. Tu crois que je t'excuse, hein? Voilà. Oui, bah oui, il parle alsacien, je réponds en allemand, bien sûr. Il faut bien touiller, tu vois, pour faire une belle pâte bien homogène. Mais il faut encore mettre un peu de lait. Je vais mettre du lait progressivement. Voilà. Voilà. Nora Pessel, voilà. Attends, il faut que je me concentre un peu, chef, hein, parce que sinon, je vais rater mon plat et ce serait pas bien. Hein. Attends, tu veux dire que juste pour touiller, là, t'as besoin de te concentrer, Dédé? Bah, quand même. Moi, je suis un Alsacien. Attends, tu rigoles ou quoi? Et tu fais ça tous les dimanches? Tous les dimanches, oui, c'est vrai. Je fais tous les dimanches un peu de cuisine. C'est pas toujours toi mais qui c'est pas moi qui cuisine, c'est les chefs qui cuisinent. C'est comme moi, là. Moi, je suis le petit commis maladroit qui sait pas couper les oignons. Alors, c'est le même le vendredi matin, il s'appelle Vincent Ferniaud. C'est vrai, t'as raison. Et voilà. T'as raison, Lolo. Tu vois, regarde. Regardez cette belle consistance, ça a une belle couleur. Alors, je vais mettre aussi un tout petit peu de levure, parce que ça donnera une belle... C'est de la levure chimique, ça? C'est de la levure chimique. Quand elle pas beaucoup, tu vois. 2500 Non, un bisschen. Voilà. C'est bisschen. Attends, il faut que je me concentre, là, mon ami. Voilà. Le gars se concentre en touillant. On va mettre un tout petit peu d'eau aussi, un tout petit peu d'eau. Voilà. Bisschen Wasser. Ouais, hein? Bisschen Wasser, voilà. Un bisschen. Un Wasser. Et après, Wasser. tout, il faut bien touiller, tu vois. Je crois que je vais choper l'accent alsacien. Alsacien, tu l'as déjà. Bon, écoutez, on va vous laisser battre, on va vous retrouver dans un instant. André Muller, mesdames, messieurs, là, ici, on peut y aller, Agnovien. L'applaudir parce qu'on connaît bien en Alsace, vous l'avez compris. Et vous fait une recette ce matin que vous pourrez faire à la maison aisément, le fameux Spätzle. Les amis, qu'allez-vous gagner justement? Un batteur, un pâtisserie? Eh bien, il est à vous, sachez-le, ce batteur, le voici, pour faire toute la pâtisserie, le robot à pâtisserie multifonction, avec la question du jour. Et là, vous allez être nombreux à répondre. Quel célèbre pilote automobile est né à Haguenau? 1. Sébastien Loeb. 2. Alain Prost. 32-43 par téléphone. 1, 2 SMS au 7 10 20. C'est à vous de faire. Nous voici partis maintenant pour parler d'un empire. On parle du Saint-Empire romain germanique avec Jean-Sébastien, puisqu'il avait ses bases par là. Mais on va parler d'un autre empire, une famille d'exception. C'est ça, Christian? Voilà, c'est une saga d'une famille célèbre de l'Alsace du Nord, à savoir les deux Dietrich, à la tête d'un véritable empire industriel. Ouais. Alors, il reste de nombreuses traces dans la région aujourd'hui. Il y a des châteaux, il y a encore des usines, même si l'activité a un peu baissé. C'est l'évocation de cette dynastie que je vous propose entre Reichshofen, Zinswiller et Jägertal, un sujet de Anne-Laure Herbet. « 1761, Jean III Dietrich est anobli par Louis XV et fait construire ce château à Reichshofen, un imposant témoignage d'une réussite insolente. Depuis 80 ans qu'ils ont quitté leur Lorraine natale, les Dietrich, une famille de banquiers, bâtissent un empire industriel basé sur la sidérurgie. Jean III est d'ailleurs surnommé le baron de fer. Sous l'œil bienveillant des ancêtres qui ont marqué l'histoire familiale, le château est aujourd'hui le siège administratif de Dietrich. Il abrite aussi l'association qui défend le patrimoine familial. Grâce à elle, des milliers de documents ont pu être sauvés, notamment autour de la vie de l'un des plus illustres Dietrich, Philippe Frédéric, officier de Louis XVI et grand minéralogiste. Il avait 1040 livres et ce travail illustrait l'homme des Lumières, qui est devenu un grand savant et qui a été reçu en 1775 à l'Académie des sciences, ami de Lavoisier. Il est aussi le premier maire élu de Strasbourg en 1790. C'est son arrière-grand-père, Jean II, le fondateur, qui est à l'origine de l'empire industriel. Tout commence ici, en 1684, quand il rachète les forges de Jägertal. C'est dans cette partie qui est découverte où se trouvaient les martinets, les feux d'affinage, une aiguiserie également. Des forges d'où sortiront du fer 2 siècles durant. Au XIXe siècle, on a des États qui indiquent qu'il y avait à peu près 900 000 personnes qui travaillaient
sur le site de Jägertal. Au fil des siècles, la famille élargit son activité thermique, ferroviaire, automobile, électroménager et multiplie les sites de production en France et à l'étranger. Aujourd'hui, Dietrich a tout vendu ou presque. Le capital familial se concentre ici, sur le site industriel de Zinswiller. Savoir-faire unique en France, l'usine fabrique des cuves en acier vitrifié. Cette technologie est appliquée pour des clients particuliers, pour la pharmacie et pour la chimie. Donc ça permet de protéger l'appareil par rapport aux produits que mettent nos clients à l'intérieur de ces citernes. Et ces produits résistent à la corrosion. L'usine compte 360 salariés et fait des petits en Inde ou en Chine. Des milliers de souvenirs de famille, cette Dietrich reconstituée de 1903 tient particulièrement au cœur d'Henri Mélon. Elle a été construite par Ettore Bugatti, dont le premier employeur n'est autre que son arrière-grand-père. Adrien Turckheim avait été le premier dans la famille à s'occuper des voitures et il était dans l'usine de Lunéville. Donc il avait dit à mon arrière-grand-père qu'un jeune Milanais avait gagné un prix. Contact a été pris avec Ettore Bugatti qui a été embauché à partir de janvier 1902 par de Dietrich. Une voiture comme un vestige d'une histoire qui continue de s'écrire à l'encre industrielle. Voilà cette superbe voiture. Collaboration exceptionnelle entre Bugatti et de Dietrich. Très vite, Bugatti est parti, volé de ses propres ailes, s'est installé à Molsheim pour construire et fonder là-bas les plus belles voitures du monde, dont une importante collection est à voir à la Cité de l'Auto à Mulhouse. Oui, musée Schlumpf, c'est ça. Hein, voilà, anciennement Schlumpf. Anciennement, oui. Musée de l'Auto. Merci beaucoup pour ces précisions. Bravo, Christian. Les amis, attention. Vous pouvez l'applaudir, ouais. Alors que l'on voit les belles images de Laurent Dôme qui vous montrent effectivement qu'on est bien installé, regardez, sur la place du marché de Noël. Avec ces sculptures, vous trouverez tout. Hein. Ici, déjà plus d'une quarantaine de chalets sont ouverts et on pérégrine autour de ces chalets dans le marché de Noël. Et on vient en famille, comme le sont venus ce matin les Hagnoviens, pour applaudir Monsieur Müller, que l'on connaît bien, qui prépare sa recette. Ça y est, la pâte est faite. Hein. On peut la mettre maintenant dans l'eau. On va faire danser cette. Donc il a bien préparé la pâte. Et on y a mis du persil, bien sûr. Et après, on plonge ça là-dedans avec 2 petites cuillères à café. Tu n'as pas besoin que ça fasse une forme particulière. Au contraire. Non, justement, ça doit être. Moi, je dis en alsacien des voligues. Ça doit être des nuages, en fait. Des voligues. Ce sont des petits nuages qui vont danser dans cette eau bouillante. Et dès qu'elle monte à la surface, tu pourras y aller avec l'écumoire, toi, Vincent, un grand chef. Alors, c'est pas vraiment des spätzle. Non, c'est des spätzle. C'est des voligues. Moi, j'appelle ça, mais c'est la même chose. Hein, seulement, tu vois, il y a des formes un peu artistiques comme ça. C'est ça qui est très joli. Tu vois. Donc tu les surveilles bien pendant ce temps-là. Moi je surveille. Hein, tu as gros appétit. Elles vont pas s'échapper. Hein. Dis-moi, tu as gros appétit. Tout le monde va en prendre, André. Alors on va y aller. On va les préparer. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Nora Pissele, voilà. So schön, so prima gut. Prima gut, ça veut dire vraiment très bien. Ça veut dire très bon. Alors on dit aussi, quand c'est très bon, on dit c'est schmokoftisch, ça a du parfum, tu vois. Dis-moi ça. Schmokoftisch. Schmokoftisch. Ouais. Demande Christian, il sait tout, lui. C'est notre Bible en Alsace. C'est goûteux, oui. C'est goûteux. C'est comme ça qu'on aime la cuisine en Alsace. D'ailleurs, le nom de l'émission, c'est Agut. Bon appétit, quoi. Bon appétit. Et puis après, on dit Abessere. Et Christian, c'est Gesundheit. Tu sais ce que ça veut dire en alsacien? C'est quand tu fais la promo pour tout le monde, là. C'est quand tu éternues fortement, ça veut dire Gesundheit. Ah oui, Gesundheit, c'est à ta santé ou quelque chose comme ça. Mais sachez aussi que les spätzle, quand ils sont un peu plus gros, on appelle ça des spots. Ah, pas mal. Ah bon? Des oiseaux. C'est très apprécié en Alsace. Des oiseaux. Attention. Comme vous le voyez. Oui, parce que les Alsaciens, ils se marrent ici. Hein. Vous apprenez des trucs, là, vous à la maison, mais ici, je peux vous dire que ça marche. Il n'y a pas de souci, tout le monde joue avec André et Christian. Le spot, c'est le gros spätzle. Voilà. Il n'y a pas de couteau. C'est ça? Si je me réfère à l'explication que je donnais en début d'émission. C'est vous qui voyez. Hein. Le spätzle, c'est le petit zizi, donc le spot, c'est déjà le... Ça va, Vincent. D'accord. Dis-moi le dire de bêtise. Est-ce que tu as un couteau? Bien sûr, tu te retournes dans le tiroir. D'accord. Ah là, d'accord. Pourquoi ça se coupe en plus? Ben ouais, il faut couper les cervelas maintenant parce qu'on va pas manger. Ah oui, dis donc. Ah bah on va pas manger que des spätzle, on va manger des spots. On va manger des cervelas frits, regarde. Tu vois? Ah bah tu les épluches. Je les enlève un petit peu d'abord la peau. Ah là, je l'ai un peu massacré le pauvre. Un petit peu. Enfin, je vais le faire délicatement. Il faut bien peler le cervelas parce que la peau est un petit peu résistante. Tu veux pas m'aider un peu? Non. Non, laisse tenir la caméra là. C'est important. Après, regarde ce qu'il faut faire. J'ai mon brevet. Ce qui est très important, après, il faut ciseler, tu vois? Ciseler un peu, tu vois, pour donner une belle petite forme. Scarifier. Ah, c'est comme ça que tu dis ça.
Voilà. Tu vois, un tout petit peu. Parce que du coup, ils vont s'ouvrir un petit peu. S'ouvrir, après, ce sera beaucoup plus joli sur le plat, tu vois. Donc, tu peux déjà mettre un petit peu de matière grasse. Alors, mets-moi un petit peu de chaleur là en dessous, ouais, parce que j'y connais rien. Voilà, parfait. On y met du beurre. C'est pas vraiment du beurre, c'est. C'est quoi ça? Moi, j'appelle ça de la margarine, du beurre alsacien. Mais en fait, parce que ça noircit pas, tu vois. C'est du beurre de santé. C'est du beurre qui éclaircit le plat. C'est du beurre, du faux beurre aux oméga 3. Voilà, exactement. D'accord. Alors c'est vrai que c'est bon pour ton cholestérol. Ouais, ça, moi j'aime pas trop les beurres végétaux. Parce que j'aime bien le vrai beurre, mais en revanche, on peut le clarifier. Tu peux mettre ça au bout de ta caméra pour tout y regarder. C'est comme ça. Attends, regarde. Je suis un ancien caméraman, voilà, regarde, tu vois. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Voilà, laisse-moi faire. Je te laisse faire. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tu tournes la cuillère dans un sens, la caméra dans l'autre. Exactement. Non, j'ai pas rendre les gens malades. Hein. Après, les gens sont malades. Voilà, tu vois. Mais ça va vite, hein. On laisse bien. Bah oui, j'ai une super casu. Parce qu'il faut que les spätzle ils soient un petit peu dorés. Non, c'est pas les spätzle. C'est ça, c'est pour le cervelas. Il a rien compris au film. Mais Vincent. Il a rien compris, hein. Je veux dire, tu vas pas les mettre à la poêle avec. Mais vous savez quoi? Il a trouvé plus fort que lui, dit Christophe Guillemard. Et là, il y en a un qui parle plus. Là, je suis dépassé par les événements. Bah, je vois bien, ouais. T'es pas timide comme garçon quand même. Non, enfin, allez. Je vais le devenir, je pense. Bon, dis donc, je te laisse peler le cerveau-là. Ouais, je laisse faire ça, ouais, je le fais proprement. On va te retrouver dans un instant. Enfin, fais gaffe quand même, parce que si tu laisses tomber un bout de ce cerveau-là près de toi, sache que Tim va sauter dessus. Regardez, c'est le plat qu'il vous réalise. Pourquoi vous parle de Tim? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, Hélène Gâteau, notre veto, est avec... Ah ben avec Tim, justement, regardez, c'est vrai qu'il il est très intéressé. Tim par la cuisine de Vincent. Oui, là, il est très intéressé. Alors, Tim, c'est un jeune chien, un croisé de ratard. Il aurait à peu près 8 mois. Il a été trouvé il y a quelques semaines dans la forêt de Mergueviller. Il a été ensuite placé à la fourrière et récupéré par la SPA de Haguenau. Et aujourd'hui, eh bien, Tim attend une famille. Alors, c'est un mâle. C'est un chien a priori. Toute la portée a été abandonnée au fur et à mesure parce qu'ils ont eu 3 chiens comme Tim, mais à une semaine d'intervalle qu'ils ont trouvé au même endroit. Donc c'est un maître peu scrupuleux qui a fait faire une portée à une femelle et qui ensuite s'est débarrassé de ses chiens. Tim est une crème de chien. C'est un chien extrêmement bien équilibré. Il est gentil. Là, c'est la première fois qu'il vient en ville. Et alors, il est parfaitement zen, c'est-à-dire que rien ne l'effraie, il n'a pas du tout peur des bruits, de la foule, des voitures ou quoi que ce soit. C'est un chien qui est bien dans ses coussinets. Alors je ne peux, c'est bien ça. Je ne peux que vous le conseiller. Je la garde. Forcément, bon, comme c'est un chien de grande taille, je préférais qu'il soit dans une maison avec un grand jardin et des balades régulières. Mais voilà, notre team du jour, regardez, il est adorable. Alors il n'arrête pas de faire le tour depuis tout à l'heure. Viens mon grand. Dis-moi, là, voilà. Dis-moi Hélène, est-ce que tu as des nouvelles de Poupouille? Ah oui, Poupouille de la semaine dernière, le magnifique Poupouille. Eh bien, une très bonne nouvelle, c'est Michel et Marie-Madeleine qui l'ont adopté. Poupouille habite maintenant dans une maison du côté de Nancy. Viens mon grand. Alors attends, je rattrape mon chien, Tim. Il est tellement affectueux qu'il va voir tout le monde. Et Poupouille, regardez, il est dans sa nouvelle maison avec un colocataire, un chat qui s'appelle Pompon. Alors les 48 premières heures ont pas été évidentes, quelques petits coups de patte. Mais aujourd'hui, ils s'entendent parfaitement bien. Donc un nouveau chien heureux grâce à vous. Merci. Ouais. Merci. Alors attends, mon camarade, regarde ce qu'il vient donner à ton ami Tim. La chance. Voilà le cerveau-là, bien joué, joli. Merci André. C'est normal. Depuis tout à l'heure, il n'en pouvait plus le chien. Il est affamé ce pauvre chien. Ben oui, allez Tim, il est à vous. Faites ce qu'il faut. Regardez s'il est mignon ce chien. Voilà, c'est à vous de faire. Merci docteur pour ces belles infos. Illumination, je vous en parlais tout à l'heure de ce marché de Noël où nous sommes installés. Eh bien, le voici de nuit. Et vous comprenez qu'il y a de belles illuminations, de belles reconstitutions, comme vous pouvez le constater là, à travers des maquettes. Et vous pouvez déambuler autour de tous les chalets qui proposent forcément les fameux bretzels locaux alsaciens ou encore, regardez, c'est peut-être des spätzle. Non, ce sont des fritures. Mais en tous les cas, on y vient en famille, on y vient le soir et regardez ces belles illuminations que propose la ville de Haguenau, où est installée toute l'équipe de Midi en France, votre magazine de découverte. Pas seulement quand je vous parle de découverte, artisanat local, artisanat séculaire devrais-je dire, puisque nous allons parler maintenant de poterie, mais pas n'importe laquelle, en grès de sel. Et ça, c'est une vraie histoire, oui, Nathalie. Parce que tu sais qu'en artisanat, la spécialité de la région d'Haguenau, c'est la poterie. Et il y a 2 cités qui sont juste incontournables. Soufflenheim, qui est spécialisée dans la poterie culinaire, vernissée traditionnelle, que je vous ai déjà présentée à Midi en France. Et à Betschdorf, à 10 km d'Haguenau, on a effectivement la poterie dite de conservation.
en grès de sel avec une technique qui est assez impressionnante. On utilise du sel pour vitrifier notre poterie. Explication en images avec Mathieu Rémy qui va réaliser sous vos yeux cette cruche. Pas moi, celle-là. En lisière de la forêt d'Agno se trouve la jolie commune de Betschdorf. Dans ce village, au détour des rues et des ruelles, les belles maisons à colombages font vivre une tradition alsacienne multiséculaire, celle des poteries en grès de sel. Depuis 13 générations, dans la famille Rémy, on est potier de père en fils. Installé au cœur du village, Mathieu continue chaque jour de faire vivre ce métier ancestral du travail de l'argile. Cette matière première étant devenue rare dans la région, c'est de l'autre côté de la frontière qu'il faut maintenant aller s'approvisionner. L'argile provient en ce moment du Westerwald, donc c'est une région au nord de Koblenz, en Allemagne. Cette argile est exactement la même qu'utilisaient les potiers de Betschdorf. Les potiers de Betschdorf prenaient la terre dans la forêt de Agno et après ils la travaillaient. Maintenant on prend l'argile donc du Westerwald qu'on passe dans cette boudineuse pour la rendre homogène. Une fois rendue homogène et assouplie, l'argile peut être montée et travaillée sur le tour. Ces gestes, Mathieu les a appris il y a 40 ans. Et depuis, il les reproduit chaque jour avec la même passion. L'amour du travail bien fait guide au quotidien ce potier, héritier d'un savoir-faire familial et local. Une fois monté, le pichet doit reposer une nuit, le temps nécessaire pour que l'argile sèche avant d'être sculptée. Si les motifs de Betschdorf balancent entre humour et tradition, le potier les accompagne toujours d'une touche de poésie. La poterie de Betschdorf est restée aussi par rapport à d'autres poteries de conservation parce qu'elle était décorative. Déjà, la gravure est une chose qui a toujours existé à Betschdorf. Alors, je fais un cheval. Le dessin est précis, minutieux et unique. Peu à peu, l'animal prend forme. La gravure achevée, Mathieu s'attelle à la peinture. Il utilise du bleu de cobalt, originaire des Vosges et d'Alsace. Ce bleu va un peu s'éclaircir en séchant et à la cuisson, il va foncer, quoi. Il va devenir ce bleu profond qu'on connaît de Betschdorf. Après cette peinture, on laisse sécher 24 heures et on mettra au four pour la cuisson finale. Une cuisson de 12 heures à 1280 degrés afin de faire ressortir le gris du grès traditionnel et la profondeur abyssale du bleu de cobalt. Les poteries tirent leur vernis brillant du sel qui est ajouté lors de cette ultime étape de fabrication. Alors les poteries de Betschdorf révèlent leur éclat unique. 36 heures de refroidissement plus tard, ces dernières créations iront rejoindre les vitrines des magasins de ce village. Une commune qui affiche fièrement son savoir-faire, dont la renommée n'est pas prête de s'éteindre. Et le résultat, le voici, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors l'avantage de cette poterie dite de conservation, si vous avez notamment des pots d'apothicaire, c'est qu'elle est étanche grâce à ce vernis alimentaire, obtenu avec du sel, donc pas de plomb, inattaquable aux acides, donc on peut conserver des aliments avec du sel, de l'alcool ou du vinaigre, aucun souci. Et en plus d'avoir donc... Pardon, Vincent ? Surtout du vinaigre. Surtout du vinaigre, si tu parles de vinaigre. Et en plus d'avoir donc un objet d'une excellente qualité, eh bien, c'est aussi un bel objet. Regardez la décoration. Et on peut se faire plaisir avec des formes un peu différentes. Et la bonne nouvelle, Laurent, c'est que cette entreprise, elle se visite. Ah, et oui, depuis c'est très ouvert à l'accueil des autres. 1970, cette entreprise est ouverte effectivement au public depuis l'époque du père de Mathieu et de Vincent. Alors je vous rappelle que Mathieu et Vincent sont la 13e génération à perpétuer ce savoir-faire qui fait vraiment partie du patrimoine alsacien. Et en plus de vous raconter l'histoire des poteries du village, eh bien les frères Rémy vous montrent les différentes étapes de fabrication, du tournage à la peinture en passant par la gravure. Et pour les plus téméraires d'entre vous, vous pourrez même jouer aux apprentis potiers. Et oui, c'est possible, le temps d'une visite, l'occasion de toucher la terre, de voir comment ça se passe, de se rendre compte surtout que c'est pas très évident, compliqué. voilà, de centrer la pièce, de la monter, de lui donner forme. Donc il faut avoir le coup de main, hein. Ce sont des années de pratique. Et on voit d'ailleurs que Mathieu s'amuse à regarder ces touristes qui s'essayent à la poterie. Et c'est vrai que c'est pas évident. Le bol que vous voyez
que ce jeune homme est en train de tourner ne va pas être très facile pour boire son thé le matin. D'ailleurs, Mathieu dit toujours que les années les plus difficiles, ce sont les 30 premières années. Et après, ça va mieux. Non, blague à part, il faut compter 3 ans pour former un potier tourneur. Donc vraiment, les visites se font dans toutes les langues, en anglais, en allemand. Et il y a à peu près 10 000 visiteurs par an. Donc vraiment, moi j'ai été charmée par cette entreprise et je suis très fière de vous remettre Mathieu Rémy, ce sourire de France pour la qualité de votre accueil. Encore un grand bravo. Merci. Et merci, Sourire de France. Et on compte sur vous pour le mettre sur la devanture de votre entreprise. Allez, tous sur France3.fr. Bravo, la valeur ajoutée de ce monsieur. Regardez, et voilà. Regardez le papillon qui est là dans les mains d'André Miller qui est venu se poser. C'est l'odeur des spécieux. Non, tu sais quoi, le papillon. Allez, on y va, les amis. Le papillon ne va que chez des anges. Nous allons suivre le guide. Suivre Monsieur Jean-Seb. Strasbourg. Sa cathédrale, qui est unique, bientôt millénaire. Parlons, puisqu'on parle d'anges, oui. Justement, transition facile, parce que quand on vient en Alsace, s'il y a un monument, un bâtiment incroyable à visiter, c'est la cathédrale de Strasbourg. Un monument à nul autre pareil, une sorte de falaise de grès rose qui s'élève devant vous quand vous arrivez dans Strasbourg, une construction qui a débuté il y a 1000 ans. Et en 1625, elle est devenue le plus haut monument du monde, avec une flèche qui tutoyait les étoiles à 142 mètres. Alors prenons de la hauteur. 7 heures du matin. En plein centre historique de Strasbourg, à l'extérieur comme à l'intérieur, la majestueuse cathédrale est encore endormie. Et c'est dans un silence religieux que résonnent les pas de Bernard. Ça, c'est les grandes clés de la cathédrale. Alors, on va ouvrir la sortie. Il détient les clés de ce colosse strasbourgeois. Pas moins de 3 énormes tours de clés sont nécessaires. Notre-Dame de Strasbourg est bien gardée. Je suis content, je dirais même je suis fier en fait de pouvoir le faire. Bernard peut se réjouir d'être le gardien d'un tel joyau. La nef, immense, donne une impression de volume et d'élancement. Les nombreux vitraux fascinent. La rosace émerveille. Ici, l'immense se mêle au minuscule. Partout, c'est un travail de dentelle. Avec 4 millions de visiteurs par an, c'est la cathédrale la plus visitée de France après Notre-Dame de Paris. Vraiment superbe, extraordinaire. La cathédrale de Strasbourg est un miracle d'équilibre et d'ornementation, l'apogée de l'art gothique. Et elle se dresse, fière, et veille sur toute la ville de Strasbourg avec son unique clocher surmonté d'une flèche. Et voici la vue qui s'offre à nous depuis la terrasse de la cathédrale. Commencée vers 1190, il faudra près de 300 ans avant qu'elle ne soit achevée. Jusqu'au 19e siècle, la cathédrale de Strasbourg demeure l'édifice le plus haut du monde avec ses 142 mètres, une véritable prouesse. Mais la cathédrale recèle d'autres trésors. À l'intérieur se trouve cette horloge astronomique incroyable. Elle date de 1547 et représente la fusion harmonieuse des techniques, des arts et des sciences de la Renaissance. Et ce sont les horlogers suisses qui travaillèrent de concert avec les meilleurs mathématiciens. Fascinante mécanique. Tous les jours à 12h30, son manège d'automate prend vie. La mort sonne les heures et elle est suivie par le cortège des apôtres devant le Christ. Et pendant le défilé par 3 fois, le coq se met à chanter. Et face à ce spectacle, qui n'a lieu qu'une fois par jour, on s'extasie dans toutes les langues. Extraordinaire, je suis fascinée. Fantastique. C'est incroyable. Mais comment les hommes ont-ils pu construire une telle chose ? Ce qui est absolument fantastique à l'horloge, c'est qu'au 19e siècle, milieu du 19e siècle, on a su faire des mécanismes tellement précis pour arriver à ce résultat. La cathédrale de Strasbourg est un chef-d'œuvre absolu de l'art gothique. Et Erwin de Steinbach, son premier architecte, doit être fier de son œuvre.
C'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Bravo Jean-Seb. Un livre d'art curieux et unique où chaque siècle a inscrit sa page, où chaque époque a inséré son échantillon de style. On peut la définir ainsi, cette cathédrale de Strasbourg. Il faut savoir qu'elle a failli être décapitée, la flèche. C'était à l'époque révolutionnaire. Les révolutionnaires n'aimaient pas que les églises aillent trop et tutoient de trop près les étoiles. Heureusement, un ferronnier a réussi à sauver la flèche en posant un bonnet phrygien au-dessus, ce qui a calmé les ardeurs révolutionnaires. Et puis alors on en a beaucoup parlé et on va encore beaucoup en parler de cette cathédrale. On en a beaucoup parlé d'une part samedi dernier, le 22 novembre, parce que cette cathédrale, le 23, c'était le 23, et on en a parlé parce que cette cathédrale a été l'objet d'un serment, le fameux serment de Koufra, juré de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. C'est le colonel Leclerc qui a formulé ce serment et effectivement, le 23 novembre 1944 à 9h25, on pouvait dire tissu et dents iode. Tissu et dents iode, c'était le message pour dire que l'armée française était dans Strasbourg et le spahi Maurice Lebrun a hissé ce drapeau français, ces trois belles couleurs de la nation en haut de la cathédrale de Strasbourg, ce que l'on refait une fois par an, mais une seule fois parce que l'État ne doit pas prendre le pas sur la religion. C'est ainsi que la cathédrale a été conçue. Et puis on en a parlé également hier de cette cathédrale parce que justement le pape n'y est pas allé. Il est allé voir le Parlement européen. Mais c'est promis, il reviendra pour le millénaire en 2015 parce que là, la cathédrale va être au cœur de toutes les pensées. Merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et ces précisions, Jean-Seb. Là, vraiment, vous savez tout. Vous comprenez pourquoi on vous a montré cette magnifique cathédrale. C'est exceptionnel. Il vient de se passer une chose dans Midi en France qui est tout à fait exceptionnelle. Je ne vous dis pas quoi parce que c'est Hélène, notre veto, qui va vous le conter. Hélène, une première. Eh bien, écoute, oui, je suis avec Christine et Albert. Christine et Albert qui sont des fans de l'émission, qui nous regardent tous les jours, qui sont venus assister à l'émission aujourd'hui et qui ont littéralement craqué sur Tim, le chien que je viens de vous présenter à l'adoption. Alors, ils ont décidé de l'adopter. Bien évidemment, ce n'est pas un coup de folie comme ça. C'est vraiment une décision qui réfléchit. Ça faisait un bout de temps que vous cherchiez un chien. Vous en aviez déjà eu pas mal auparavant. Et bien voilà, et c'est l'occasion. Ils ont craqué sur Tim, sur le caractère de Tim. Et tous les papiers vont être faits auprès de la SPA de Haguenau pour que Tim, eh bien, devienne le chien de Christine et Albert. Donc c'est ça aussi Midi en France. C'est des histoires comme celle-ci. Bravo. Merci à vous en tout cas d'offrir un foyer à notre chien Tim. C'est un joli cadeau de Noël, ça, vous avez raison. Voilà, c'est un beau cadeau. Et encore une fois, ce n'est pas impulsif, hein. Je tiens vraiment à le préciser, c'est réfléchi, mûrement réfléchi. C'est le coup de cœur, mais il cherchait un chien depuis déjà quelques temps. Allez, encore des applaudissements pour ce couple qui a adopté ce matin Tim. Voilà, c'est une grande première pour Midi en France, c'est jamais arrivé. Remarquable, bravo, on vous donnera des nouvelles de Tim et des photos évidemment de la nouvelle maison de Tim qui lui va être bien content. C'est un beau Noël pour lui, regardez. Vous aussi, vous allez pouvoir vous réjouir, vous allez pouvoir faire de la pâtisserie à Noël. Comment? Grâce à ce robot pâtissier. Regardez, le voici, avec une question. Quel célèbre pilote automobile est né à Haguenau? C'est 1, Sébastien Loeb, ou 2, Alain Prost? Alors, à bout de fer au 32 43 par téléphone, 1 ou 2 par SMS, au 7 10 20. L'objet, vous l'avez compris, du feuilleton de la semaine, eh bien, c'est à la découverte de la forêt de Haguenau. Donc, je vous ai dit que cette forêt était très vaste. C'est la 6e de France, mais la première d'Alsace. Plus de 20 000 hectares. Et évidemment, ma camarade Nathalie Simon vous fait partager les bonheurs de cette forêt chaque jour. Et oui, et les bonheurs de cette forêt, si on veut continuer à en bénéficier, il faut la protéger. Et la forêt, elle a besoin, en quelque sorte, en plus de l'ONF, de ce que je pourrais appeler des anges gardiens. Et Jackie et Gérard font partie de ces anges gardiens. Ils ont créé une association et tous les jours, ils sillonnent la forêt pour recenser les espèces animales et végétales, une sorte d'état des lieux permanent qui permet de préserver cette source de vie et d'oxygène. En Alsace, il est une forêt, la plus vaste de la région. Elle donne un air verdoyant au département. La forêt de Haguenau représente environ 21 000 hectares, ce qui fait d'elle la 6e forêt de France. Cet espace naturel qui nous entoure est arrivé jusqu'à nous après avoir traversé des millénaires d'histoire. C'est ici, dans cette nature luxuriante, que Gérard, un amoureux fou de la nature,
aime venir chercher sa bouffée d'air frais et de bonheur. J'ai toujours été fasciné par la forêt qui est mystérieuse et mythique, je sais pas. C'est un endroit où je me sens seul au monde. Vraiment dans un endroit où tout m'appartient à un moment donné. C'est un monde où vraiment on peut se libérer, on peut s'adosser à un chêne ou à un autre arbre et méditer. Et c'est un refuge, je peux le dire, c'est ma maîtresse. Cette fascination de la nature, je dois tout ça à mon grand-père qui m'a toujours emmené à la pêche, déjà pour commencer. Et puis on n'habitait pas très loin de la forêt. On cherchait du bois en forêt pour se chauffer à l'époque. Aujourd'hui, Gérard habite en ville, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il vienne se promener ici, apprécier l'ambiance poétique que la nature lui offre. Été comme hiver pour lui, le spectacle est permanent. Je me dis toujours, il n'y a pas de tristesse en forêt, il faut se référer aux saisons. Et puis c'est toujours magnifique d'aller de saison en saison, et c'est un éternel recommencement. Parce qu'il aime cette forêt comme son enfant, Gérard a décidé de la protéger avec ses propres moyens. Avec son ami Jackie, il sillonne ces sentiers boisés pour le compte de leur association Protection Faune et Flore de Haguenau. La mission de l'association, c'est la sensibilisation du public à la protection de l'environnement. C'est aussi l'inventaire dans le massif forestier. La forêt est un milieu étonnamment riche, changeant et fragile, au sein duquel interagissent des espèces végétales et animales. En partenariat avec l'ONF et la ville de Haguenau, l'association contribue à créer des zones de biodiversité protégées. Bon ben Gérard, oui. Je te propose d'aller sur la parcelle 26 qui est juste derrière nous. Et c'est une zone que j'ai vue qui était très intéressante pour les batraciens. Il y a beaucoup de mares forestières. Oui. Donc ça risque d'être très intéressant à prospecter l'année prochaine. À l'approche de l'hiver, la forêt s'apprête à s'endormir. Les feuilles sont tombées, les hirondelles sont parties et les batraciens se sont enterrés. Les baies rouges de houx ont fait leur apparition. Et seuls subsistent encore quelques irréductibles champignons. Ah ben voilà, ça c'est la chanterelle en tube, qui est un très bon comestible. D'autres champignons subsistent et apportent les dernières touches de couleur à la forêt avant qu'elle ne s'enveloppe de son manteau d'hiver. Le champignon, c'est en fin de compte que le fruit d'un mycélium qui pousse sous terre. Et c'est quand plusieurs mycéliums se rencontrent qu'il y a fructification, donc le champignon apparaît. Et ça montre aussi que le sol il est très riche, qu'il y a une vraie décomposition d'humus dont le mycélium se nourrit et que voilà que l'environnement est préservé. Ensemble, les deux hommes recensent les espèces animales et végétales de la forêt. Ils rendent ainsi compte des évolutions de cet écosystème, par écrit et par photo. Toutes ces notes, ces photographies, sont cataloguées et analysées au cours de l'année. Elles permettent de faire un suivi, principalement sur ces zones de mares forestières. Alors là, nous avons quelque chose qui est très important à préserver dans la forêt, c'est ces mares forestières, qui sont vraiment des havres de paix pour tout ce qui est amphibien. Donc grenouilles, tritons, salamandres, énormément de libellules qui vivent là-dedans, un tas d'insectes aquatiques. C'est ces endroits qu'on essaye de préserver avant tout, parce que c'est sur ces endroits-là qu'il y a un maximum de concentration d'espèces. Jackie et Gérard sont un peu comme les anges gardiens de la forêt de Haguenau. Qu'importe le temps et les saisons, ils reviendront encore et encore apporter leur soutien et leur amour indéfectible à ces bois qu'ils aiment tant.
Et j'aimerais saluer le travail de l'association Protection de la faune et de la flore de Haguenau avec Gérard qui est venu nous rendre visite sur le plateau. Gérard, il était très ému en voyant ce sujet. Il me disait, voilà, cet amour de cette forêt, je le ressens profondément. Bravo pour ce travail que vous faites avec Jackie. Et j'en profite pour vous dire que si vous partez en forêt faire une petite balade, il y a quelques consignes à respecter, essayer d'être le plus respectueux envers cette nature généreuse. Par exemple, alors on va regarder quelques images d'un jeune garçon qui est parti se promener en forêt. Évidemment, cette forêt, on en ressent toute la plénitude, toute la zénitude, les odeurs merveilleuses. Et pour continuer à profiter de cette sérénité, de cet oxygène qu'on sent, on nous a dit que la forêt c'était le poumon, ce qui est pas mal, c'est de se promener avec un petit sac plastique et de ramasser les déchets que laissent malheureusement d'autres promeneurs. Car ces déchets, ils mettent un certain temps à se dégrader, notamment les mégots. Si vous êtes fumeur, vos mégots mettront 1 à 3 ans à disparaître. Donc, évitez de fumer. Et si vous ne pouvez vous en empêcher, remportez vos mégots. Les chiens, si vous les tenez en laisse, c'est beaucoup mieux. Ça évite beaucoup de nuisances, et notamment avec les animaux. Essayez de suivre les chemins balisés. Parce que si on vous balise, si on vous met des chemins, c'est pour que vous ne piétiniez pas les jeunes pousses, peut-être certaines espèces qui sont protégées. Donc voilà, ces chemins qui sont mis en place et entretenus régulièrement par les agents de l'Office national des forêts, ils sont là pour vous. Merci encore, Gérard. Merci à François et Midi en France. Merci. Merci, c'est très émouvant. Merci beaucoup. C'est sympa, et puis voilà, bravo à cette protection de cette forêt de Haguenau pour qu'on continue à en profiter. Encore coup de chapeau à l'ONF, comme on le fait assez fréquemment sur les forêts. On vous rappelle que c'est la première forêt d'Alsace, plus de 20 000 hectares de forêt, de pins sylvestres et de chênes. Une forêt remarquablement entretenue. Ça, c'est le poumon vert, ce qui donne cet oxygène. Nous sommes installés au marché de Noël, vous le savez, on vous l'a dit, sur cette place du marché de Noël, où les Haguenoviens viennent très nombreux comme ce matin, et regardez le soir les belles ambiances qu'il y a ici. C'est vraiment une humeur, l'Alsace. Il y a cette proximité, cette convivialité que l'on retrouve en Alsace. Et à tout vous dire, on le sent bien sur le marché de Noël, on le sent le soir, parce que voilà, tout le monde se retrouve sur ces marchés de Noël. Et on aime bien venir ici, toute l'équipe de Midi en France. C'est vrai que l'accueil des Alsaciens est assez remarquable. Et puis il y a de la haute gastronomie également ici en Alsace. Vous voyez ces belles lumières, on met vraiment le paquet ici pour le marché de Noël. Bravo les Haguenoviens en tous les cas de nous accueillir comme vous le faites, les Alsaciens. C'est remarquable. On a un Alsacien de première qui est avec nous, c'est l'ami André Muller, qui est bien connu ici, qui d'ailleurs vient d'éditer, vous le voyez, un livre sur ses recettes alsaciennes. Voilà, on le retrouve ici dimanche matin à Goethe. C'est 70 recettes alsaciennes, dont une, celle-ci. Elles sont prêtes et voliguées, là? Pardon? Fais-les un petit peu sauter, sautillonner, voilà, prima. On va mettre encore un petit... Voilà. On va mettre un peu de piment d'Espelette, parce que c'est presque... C'est très alsacien, ça. Non, c'est meilleur que le poivre, envie de faire, c'est très... Dis donc, André, tu vas nous rappeler comment tu as fait, parce qu'on va voir, regarde, des images récapitulatives de ta bonne recette. Regarde, tu as cassé les œufs dans la farine. Ah oui, effectivement. Oui, j'ai mis du lait, avec un joli verre. On a tournicoté dans tous les sens. Comment tu dis tournicoté? Tournicoté. Mais comment tu dis Mais comment tu dis en rondreille. Alors j'ai pris les ciseaux de chirurgien pour couper mon persil. On les a plongés dans l'eau bouillante. Salée, hein. Mais attention, elles dansent après dans l'eau, tu vois. Et après on les sort avec l'écumoire. Et voilà, puis après on coupe le cervelas avec un joli couteau. Comment t'as incisé, dis donc, après chirurgien? T'as incisé le cervelas d'une façon incroyable. Un peu de butterton pour voilà. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la dame? Elle veut dire quelque chose? Voilà, donc on est à l'antenne. Je n'avais pas remarqué, parce que moi je parle à des petites caméras, pas des caméras aussi grandes. Ouais, mais nous on a des grandes caméras. Parce que vous êtes une grande Quand tu seras grand, tu auras des grandes caméras aussi. Je vais encore pousser un peu. Bon ben voilà, on peut maintenant dresser. Génial. On peut le mettre là-dedans, regarde. T'as mis de la sauce tomate sur tes tomates de sauce que j'ai fait, voilà, je dépasse un peu. Que tu es généreux, André. Voilà, on va faire goûter ça, voilà. Tu sais qu'il y a Catherine, la reine-mère. Tu sais, la maman de Jean-Sébastien qui est là pour goûter avec sa copine Claudine. Voilà, Claudine, goûtez. Elles sont affamées. Venez, mesdames, venez. Venez. Regarde, Catherine, elle s'est fait griller sur le poteau, là. Catherine. Arrive, Catherine. C'est la copine qui a pris la main. Voilà la maman de Jean-Sébastien Petit-Demange. La Lorraine qui vient goûter. Elle est pas très loin. Pas encore, mais dis donc. Voilà, elle est venue voir son petit.
C'est bon, hein, ça m'a l'air bon, Catherine. Mais t'aurais pu me prévenir que tu venais. Oh, c'est très bon, ouais. Oh, ça se régale. Ah bah tiens, elle aurait pu me prévenir qu'elle venait. Ah oui, dis donc, quelle surprise. Allez, goûtez. Il embrasse sa maman, Jean-Seb. C'est une histoire de famille, vous savez. C'est comme chez vous, midi en France. Regardez, ça va se régaler. Coup de chapeau à André Muller, les amis. Et regardez le sourire de France de Nathalie. Elle est à ses côtés. Chaque jour, il y a un sourire de France de 10h50 à 11h45. On aura plaisir à se retrouver demain en Alsace. Il est bientôt midi en France.